Bienvenue sur Joyful Return, le podcast dédié aux amoureux de l'Afrique et au parcours inspirant. Tous les 15 jours, je vous invite à me suivre sur le chemin du retour, à la découverte d'invités qui évoluent de près ou de loin avec le continent africain, pour échanger sans filtre sur ce qui les définit, leur réalité et bien entendu sur cette Afrique actuelle, moderne, belle et plurielle. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir pour ce deuxième épisode Oluwafemi Kochoni, président de l'ONG Les Jardins de l'Espoir, qui a pour but de promouvoir l'agroécologie dans une dynamique de réconciliation des hommes à la nature. Également gérant d'EcoCity, une entreprise sociale qui milite pour un Bénin plus vert, Oluwafemi est un homme de terrain qui s'engage pour une Afrique autonome aux pratiques agricoles durables. Bonjour Femi. Bonjour Laurence. Écoute, déjà, je voulais te remercier parce que je suis vraiment très contente que tu sois là et que tu aies accepté l'invitation. Je sais que tu es très occupée, donc merci. Je t'en prie, c'est un plaisir. Alors écoute, Femi, je veux bien que tu te présentes un petit peu à nous et que tu nous rappelles un petit peu ton parcours. Merci. Ça, c'est toujours la question la plus compliquée pour moi à répondre. J'avoue. D'abord, je nais de parents béninois qui sont expatriés en Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien. Voilà, donc je fais mon cursus primaire et secondaire en Côte d'Ivoire. Donc j'obtiens un bac option philosophie mathématiques. En 2006, je décide de rentrer au Bénin pour plusieurs raisons, en tout cas pour des raisons pas gaies, parce que là j'étais devenu orphelin à 100% cette année-là et j'avais plus de soutien en fait, tu vois, de l'autre côté. Et donc, j'ai décidé de venir au Bénin. C'était à la fois pour moi, tu vois, de la curiosité, mais avoir la possibilité de continuer mes études. Donc, j'arrive à l'université. Donc, je me spécialise en études africaines et diaspora avec, disons, une option en anglais. Du coup, à la fin de mes études, je travaille comme consultant de langue, donc interprète, traducteur, de l'anglais vers le français. Mais disons que c'était pas un métier dans lequel j'étais épanoui en fait. Disons que moi je crois à beaucoup de considérations d'ordre métaphysique et je sentais que c'était quelque chose que j'avais déjà fait dans une vie passée et que ce n'était pas ce que je devais faire dans cette vie parce que je le faisais naturellement. En fait, à vrai dire, tu vois, là où les amis partaient au Cameroun, au Ghana, aller se faire former, moi, j'ai pas eu besoin de ça, quoi. Donc, je savais que j'avais déjà passé cette étape-là ici. Et c'est là que, en fait, pour compléter ma formation que j'ai jugée très approximative à l'université, c'est dommage, en fait, on est sur le continent et on a encore ces soucis-là de qualité de formation. Donc, vu que j'ai un profil études africaines et diaspora, je me suis rapproché des sectes panafricanistes. Donc, j'ai commencé à militer en tant que panafricaniste au sein du Conseil mondial du panafricanisme, qui est né ici à Ouida, sous la houlette du professeur Honora Aguessi, éminent professeur. Voilà. Donc, et c'est, disons, dans cet espace-là que j'ai appris beaucoup, disons, sur les mouvements panafricanistes et en toute transparence, il y avait quelque chose qui me gênait, c'était le trop plein de rhétorique pour très peu d'action dans la plupart des cas. Et moi, j'étais, tu vois, à la recherche de quelque chose de réel. Donc, voilà, c'est ainsi que l'agriculture est devenue une réelle option pour moi. Et tu vois, avec l'agriculture, je pouvais vivre quelque chose où j'étais persuadé que j'allais apprendre, en fait. J'allais véritablement apprendre. D'abord, à l'école primaire, on avait une coopérative scolaire. Donc, c'est là que j'ai commencé l'agriculture. J'ai manqué d'être le président de cette coopérative. J'ai été battu aux élections. Je crois que j'avais 9 ou 10 ans, je crois, à l'époque. Ah, tu vois, ça t'a marqué, hein? Voilà. Voilà. Donc, et j'avais mon oncle qui était planteur de café et cacao en Côte d'Ivoire. Donc, pendant les vacances, j'allais là-bas. Mais il faut dire que c'est des expériences, mais vraiment très sommaires. Et là, je me suis dit, bah, voilà. Là, j'ai trouvé, je sens que je dois pratiquer l'agriculture. Et tu vois, c'était en résonance avec au-delà de l'aspect physique de moi, avec le tour de moi, en fait. Donc, mais c'est assez drôle parce que du coup, tu disais que finalement, en étant plus jeune, tu ne pratiquais pas plus que c'est l'agriculture, mais arrivé à un certain âge, ça a été comme un appel? Oui, ça a été un véritable appel, en fait. Si je peux me permettre d'expliquer les conditions, j'aime bien Wayne Dyer. Je sais pas si vous connaissez Wayne Dyer, je pense qu'il est décédé, il est américain. Disons, un grand homme spirituel qui parle de ce qu'on appelle l'instant quantique, en fait. L'instant quantique, tu vois, c'est cet instant-là où tu entres en connexion avec toi-même, où tout change autour de toi, en fait, où tu vois, tu es dans un état de béatitude souvent. Et moi, j'ai vécu ça. Donc, quand lui parlait de l'instant quantique,
Moi, je savais ce que c'était parce Tu l'as que, expérimenté. voilà, je l'ai expérimenté et c'est là que, tu vois, j'ai entendu une voix quelque part qui m'a dit, bah, l'agriculture t'irait bien. Et donc, quand je suis redescendu, voilà, j'ai dit que je pratiquais l'agriculture. Et je savais, en fait, que je devais faire quelque chose là. Et que j'allais faire beaucoup de choses d'ailleurs. Si je peux me permettre, tu sais, souvent on est un peu pris par tout plein de choses de la vie. Des fois, on peut entendre une voix, mais c'est pas pour autant qu'on accepte de la laisser en tout cas parler. Exactement. C'est ça la force de l'instant quantique, en fait. D'accord. Quand ça t'arrive, t'as pas le choix. Ça ne surgit pas du jour au lendemain, c'est un long processus, en fait. Moi, c'est arrivé à la fin d'un long processus de questionnement, mais de remise en cause. Tu vois, j'avais marre, tu vois, un peu de tout, de ce monde. Je gagnais très bien ma vie en tant qu'interprète traducteur, mais ça ne en fait, C'était pas qu'une question d'argent, c'est être aligné avec toi, ce que tu es. voilà, exactement. Exactement, c'est ça. Donc, avec l'agriculture, ouais, j'ai découvert ça. Et aussi, il fallait pratiquer l'agriculture, tu vois, puisque, tu vois, dans les sectes panafricanistes, on dénonçait tout le temps, tu vois, l'impérialisme, le Oui, capitalisme, oui, oui. machin. Il fallait aussi que je sois en résonance avec moi sur ce point-là. C'est-à-dire pratiquer l'agriculture dans une dynamique qui ne me permet, qui évite que je rentre dans le piège, en fait, de l'impérialisme. Et l'agriculture impérialiste aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'agriculture conventionnelle, intrants, pesticides, chimiques, OGM, machin. Donc, j'ai choisi une voie différente de celle-là pour non seulement être utile à ma communauté et être en résonance justement avec mon engagement panafricaniste. Donc, voici comment l'agroécologie, l'agriculture biologique, et comme d'autres l'appellent, mais agroécologie, c'est encore mieux, est devenue justement une véritable option pour moi. Et donc là, j'ai eu mes premiers fondements philosophiques avec la famille Dia, donc qui est ma famille en fait. Et ensuite, et avec des amis, on a monté les Jardins de l'Espoir. Donc, c'était initialement le Jardin de l'Espoir parce que c'était le jardin que j'ai commencé. Et après, avec les amis qui partageaient la même philosophie, qui étaient également engagés à leur niveau, on a créé l'association Les Jardins de l'Espoir, puisque c'est devenu plusieurs jardins. Donc, c'est chemin faisant que j'ai bénéficié d'une opportunité pour aller étudier aux États-Unis, dans le Midwest, dans l'État d'Iowa. Tu sais, c'est le grenier des États-Unis. Et l'université d'Iowa est une université très réputée aux États-Unis pour son enseignement en agribusiness. Donc, je me suis retrouvé là-bas, tu vois, à essayer, disons, de donner un aspect, disons, comment je peux dire ça, business à l'agroécologie. Pourquoi? Parce que en général, comment je commençais, les gens disaient qu'il n'était pas possible d'être rentable avec l'agriculture, l'agroécologie. Ah bon? Oui, c'est une pensée très dominante jusqu'à présent. Oui, Bah, oui, tu vois, je suis oui. surprise parce que j'ai l'impression que ça tourne justement et que ce côté bio, en tout cas agroécologie, est à le vent en poupe. En tout cas, c'est l'impression que j'ai vue de l'extérieur. Oui, c'est tout à fait vrai cette impression-là, mais ça ne change pas le fait que pour être rentable en agriculture, il faut, disons, bien produire. Il faut beaucoup produire. Il faut beaucoup produire en quantité. En fait, c'est ça le paradigme. Et si, dans le paradigme, une fois de plus, les gens pensent qu'avec l'agriculture écologique, on ne peut pas produire en quantité, ça veut de facto dire qu'on ne peut pas être rentable. Tu Je vois? comprends. Donc, c'est ça l'enjeu, en fait. Donc, la question de la productivité, de la rentabilité, tout ça. Donc, moi, j'avais besoin de comprendre un certain nombre de choses. Donc, quand j'ai Donc, tu t'es bénéficié de retrouvé cette au bon endroit opportunité, là. oui, je me suis retrouvé au bon endroit et ça m'a permis justement de comprendre que, tu vois, l'agriculture conventionnelle, tout ça, c'est un gros blablabla. Je me retrouve dans l'état d'Iowa. L'état d'Iowa, c'est quoi? C'est le maïs, le soja. T'as un mec qui travaille sur 10 000 hectares à lui seul, ça va, la vie est belle. Mais sauf que derrière, comment est-ce qu'on valorise tout ça? On veut le valoriser en biocarburant, éthanol et autres. Donc là, je m'assois, je discute avec ceux qui sont derrière cette initiative, ceux qui pensent le modèle vraiment, les hommes d'affaires. C'est rentable? Bah, il faut dire qu'on bénéficie de grosses subventions de l'État, hein, donc c'est pas rentable, hein. Tu vois, là, d'un côté, le discours dominant, c'est que l'agriculture écologique n'est pas rentable. Donc, moi, j'arrive chez ceux qui sont les maîtres de l'agriculture conventionnelle. Tu t'attends en fait à un discours tout autre. Bah non, ce n'est pas rentable. Il faut qu'ils bénéficient de subventions de l'État pour continuer à tenir la route. Il dit, bah, entre être ne pas rentable, mais protéger l'environnement, la nature, maintenir la terre en fertilité et préserver la vie pour les générations à venir, et être ne pas rentable, mais détruire, cafouiller tout sur son passage, pardon, le choix, il est vite fait. Mais je n'étais pas convaincu. Donc, ça t'a pas démotivé, quoi, plus que ça. Non, en fait, ça m'a permis de comprendre que l'agriculture conventionnelle, ça m'a permis de confirmer que D'accord, l'agriculture conventionnelle, c'est un gros blablabla. d'accord. Mais ça m'a permis, en fait, ça m'a redonné de la force.
pour essayer de savoir ce qui ne marchait pas jusque-là au niveau de l'agriculture écologique. Pourquoi les rendements, ce qu'on appelle rendement guillemets, n'étaient pas au rendez-vous, comme le disaient certaines personnes. Et cela, je me suis rendu compte que non, il n'y a que là où il y a manque de connaissances, manque de savoir-faire, qu'il n'y a pas de rendement. Du coup, je suis allé au Canada, dans la banlieue de Montréal, c'est à Saint-Armand. Je suis allé chez Jean-Martin Fortier. Pour qui ne connaît pas Jean-Martin Fortier, c'est le mec qui a réussi à démontrer que sur un espace aussi petit qu'un hectare, en agriculture écologique, on arrive à être rentable. Ça, il a réussi à le démontrer. J'ai suivi plein de ses conférences, acheté ses livres et je suis allé le voir et j'ai compris en fait ce qui faisait la différence. Et quand je suis revenu au pays, j'ai dit, bah écoutez, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, il y a la masse critique à créer, à mettre en place, il y a un certain nombre de choses. Donc, bref, ça m'a encouragé davantage parce que ça m'a permis de comprendre qu'il y avait beaucoup à faire dans notre contexte. Ça m'a permis de me rendre compte qu'on a beaucoup d'atouts. On a des terres arables, on a le soleil toute l'année, on a encore la possibilité d'avoir de la main-d'œuvre, on a la possibilité d'avoir une paysannerie qui est encore en place, qui n'est pas déstructurée. On a la possibilité d'avoir facilement accès aux intrants. Alors, il faut en fait réussir à mettre en place une masse critique au niveau justement de toutes les composantes pour arriver à atteindre les résultats des personnes comme Jean-Martin Fortier. Et c'est depuis ce temps qu'avec les Jardins de l'Espoir, on a décidé que notre combat serait de démontrer que l'agriculture écologique est rentable. Mais pour cela, il fallait mettre en place un certain nombre de choses. Arriver à produire, arriver à processer notre production, arriver à avoir accès à la main-d'œuvre. Il ne fallait pas qu'on retombe dans la spirale des intermédiaires. Parce que l'intermédiaire est celui qui gagne. Voici comment en 2021, finalement, on a pu créer le marché fermier des Jardins de l'Espoir, qui est le premier marché, en fait, qui est géré à 100% par des agriculteurs. Maintenu, géré par les agriculteurs. Nous avons commencé avec les Jardins de l'Espoir et notre objectif, c'est d'arriver à étendre ce marché-là. D'abord sur tout le Bénin et faire en sorte que ce modèle-là puisse inspirer d'autres selon les contextes dans la sous-région et sur le continent africain. Donc voilà, en fait. Bah, c'est une super initiative. C'est vraiment, et c'est pas petit. Ça prend du temps. Ça prend du temps, oui. Alors, comment tu fais, puisque ce que tu allais apprendre à l'extérieur, tu reviens sur le continent, tu fais le choix de revenir sur le continent. C'était une des questions que je te posais en off. Et je te disais, mais Fémi, pourquoi tu as fait le choix de revenir? Et tu disais, mais moi, je suis du continent. Mais c'est vrai que finalement, tu aurais pu rester à l'extérieur. J'aurais pu faire le choix de rester. Et ce n'est pas que ça m'a pas tenté de rester. Ça m'a bien tenté de rester. Mais sauf que quand je suis là-bas, je rencontre aussi des frères africains là-bas, des frères béninois. Je discute avec eux. Ouais. Et je me rends compte, en fait, que eux-mêmes, ils se retrouvent en fait prisonniers d'un système duquel ils veulent s'échapper. Et sur 30 personnes que j'ai rencontrées, il n'y a pas une seule personne qui m'a dit, bah, j'ai envie de passer mes vieux jours ici. Tous. C'est pas faux ce que tu dis. C'est vrai que quand on pense retraite, on pense souvent, oui, je veux rentrer au pays. Je fais le plus difficile finalement à l'extérieur, ouais. Mais dans l'optique de revenir, c'est vrai. Donc, moi qui ne suis pas encore prisonnier du système, je me dis, mais pourquoi est-ce que je vais accepter de payer pour, d'abord accepter aller en prison et accepter payer pour une cellule, en fait. C'est pas possible. Donc, il fallait que je revienne, quoi. Mais parfois, c'est aussi horrible. On peut pas tout dire, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas gaies de l'autre côté. Du coup, tu pars à l'extérieur, tu vas apprendre des techniques que tu viens appliquer sur le continent. Oui. Comment ça se passe? Parce que finalement, des fois, il y a des mentalités qui ne sont pas les mêmes. Oui. Comment tu arrives à faire matcher ça? Alors, il faut dire en toute transparence que c'est pas facile, c'est une lutte au quotidien. C'est une véritable lutte au quotidien. Je vais donner un exemple pour illustrer ça. Donc, je vais rencontrer Jean-Martin Fortier. Je découvre en fait que il arrive à travailler avec un motoculteur commercial, le BCS, qui a plusieurs attelages en fonction des travaux qu'on veut exécuter. On met juste l'attelage, l'accessoire, permet d'exécuter les travaux. J'arrive ici au Bénin, le BCS n'est pas disponible au Bénin. Mais tu peux le faire venir. Il faut trouver le moyen d'importer le BCS. Sauf que le BCS a un coût. Aucune banque n'acceptera de te faire un prêt, surtout dans l'agriculture, avec tous les aléas que ça comporte. Et donc, il fallait trouver le moyen de faire venir ça.
Et là, il y a des alternatives aujourd'hui. Il y a la Chine qui est là. Sauf que tu fais venir l'appareil de Chine, Oui. qui est, disons, une copie conforme, mais très conforme du BCS que tu trouves chez Jean-Martin Fortier, avec la grosse illusion que le BCS n'est pas adapté au sol du Bénin, surtout pas en saison sèche. Donc, tu as un appareil qui est obsolète. Ça veut dire que quoi, tu t'en rends compte au moment où l'appareil arrive? Au moment où l'appareil arrive, c'est là que tu t'en rends. Ça se passe comment? C'est la grosse désillusion, là. C'est une claque, en fait, parce qu'on perd. On perd de l'argent qu'on n'avait pas d'ailleurs. Bah oui, c'était un investissement qui n'est même pas encore rentabilisé, que déjà, voilà, c'est compliqué. Voilà. Et il n'y a pas que ça, par exemple. Tu veux produire. On est en Afrique, c'est un milieu tropical. C'est un milieu qui est parfait pour la prolifération des insectes nuisibles. Donc, quand on aime un chien, il faut aussi accepter ses poux. On a le soleil toute l'année, on a la pluie, mais on a également les insectes nuisibles. Et là, en fait, quand tu veux produire, tu te rends compte que tu as besoin de matériel, en fait, qui n'existe pas ici, une fois de plus. Par exemple, un certain type de protège, de filet moustiquaire. Et là, on se met à jongler, on se met à jongler. Mais quand je dis jongler, on se met à expérimenter. On investit beaucoup d'argent, on perd d'argent sans avoir le résultat. Tu vois? Et c'est pour ça que je dis que c'est une lutte au quotidien. Mais c'est également la partie la plus intéressante. C'est un état d'esprit, vraiment, hein, Oui. quand je t'entends là. C'est la partie la plus intéressante. Pourquoi? Tu sais, bon nombre d'entre nous aujourd'hui jeunes sur le continent africain, dans tous les domaines d'activité que nous embrassons, nous nous retrouvons à être comme des pionniers. Pas que certains ne l'ont pas fait avant nous, beaucoup l'ont fait avant nous, mais les difficultés auxquelles nous sommes confrontés au quotidien et les solutions que nous essayons d'appliquer font que, d'une certaine manière, on change le narratif, en fait. Le narratif n'est plus le même quand on passe d'une génération à une autre qui essaie de résoudre des problèmes dans notre contexte, ici sur le continent africain. Je veux vraiment arriver à me faire comprendre en utilisant des mots très simples et accessibles. Je donne un exemple. J'ai donné l'exemple du marché fermier. Je voudrais bien que ça inspire beaucoup de marchés fermiers. Sauf que le modèle que moi j'utilise aujourd'hui n'est pas le modèle que ceux qui ont essayé de faire hier ici au Bénin. Ce n'est pas le même modèle en fait. J'ai vu des marchés qui ont fait à peine 3 semaines, un mois, et ça s'est arrêté, des marchés fermiers. Alors nous sommes là depuis 6 mois et on n'a pas encore fermé. Mais pour ça, il a fallu, tu vois, réfléchir 1001 fois pour trouver chaque fois des solutions. Et les solutions que nous proposons sont des solutions qui sont durables. Et ça fait que d'une certaine façon, on devient des pionniers dans notre métier, dans ce qu'on fait. Mais c'est tellement passionnant, en fait, de savoir que je suis en train de trouver une solution à un problème qui va permettre de résoudre un problème, pas seulement sur une génération, mais sur plusieurs générations. Mais tu vois, être confronté à une difficulté, moi, c'est ce que j'aime le plus. Et si tu as l'opportunité d'arriver sur la ferme à Toribosito, tu vas voir, en fait, il y a 2 jours, j'ai reçu, puisque je suis inscrit sur un site academia.edu, j'ai reçu la notification de ce que mon nom est apparu 2 fois dans des revues scientifiques. J'ai pas étudié l'agronomie, je ne fais que de la recherche paysanne. Je suis sur ma ferme, j'arrive à proposer des solutions et aujourd'hui savoir que ceux qui sont dans les laboratoires, ceux qui sont des chercheurs de l'université, ça te dépasse même. Ouais. Tu vois, ça, franchement, c'est quelque chose d'unique, en fait. C'est quelque chose d'unique et c'est quelque chose qui m'encourage à aller chaque jour de l'avant. Surtout. Oui, c'est très motivant. Oui, c'est très motivant et tu vois, surtout par rapport à mes origines. Moi, j'ai pas eu l'opportunité de faire de grandes études. Ce serait un euphémisme de dire que je viens d'une famille modeste. Je viens d'une famille très, très pauvre, en fait. Très, très, très pauvre. Ouais, là, pour moi, arriver justement à ce niveau-là, c'est pas parfait, hein. Franchement, il y a tellement à faire. Mais arriver justement à accomplir ces petites choses-là qui permettent de changer le narratif, qui permettent de changer la vie de certaines personnes tout autour de nous, pour moi, voilà quoi, il y a rien de plus excitant, de plus passionnant. C'est génial. Mais on te sent de toute façon. Rien que là, quand tu en parles, enfin, on sent que ça vient des tripes et que c'est pas rien. Parce que tu disais ça, enfin, tu as dit quelque chose tout à l'heure qui est très juste, c'est que tous les jours vous êtes challengé. Et quelqu'un qui ne fait pas ça avec le cœur, il va pas tenir sur la durée. On est d'accord. Surtout, je pense, sur le continent. Donc, à plus forte raison, là, quand t'en parles, on comprend vite que tu fais pas semblant.
Et c'est ça qui fait aussi la différence. Ouais, ouais, franchement, il faut ça. Peut-être que je me trompe. J'ai pas vu que c'est une expérience prouvée, mais sur la base de l'observation, j'ai constaté par exemple que les pays du nord de l'Europe sont beaucoup plus organisés que les pays du sud de l'Europe. Et moi, j'en ai déduit automatiquement. Ce n'est pas vérifié, mais j'en ai déduit à mon niveau que c'est parce qu'ils sont confrontés à des conditions Plus rude, plus rudes, un hiver qui ne pardonne pas et qu'il faut prévoir, il faut faut s'adapter. planifier, il faut s'adapter. Donc, on arrive à des niveaux d'organisation qui ne sont pas les mêmes que ceux qui sont favorisés, tu vois, par la nature. Donc, en fait, c'est ça les challenges, comment ça nous amène chaque fois. Et moi, je ne demande que ça, en fait, les challenges. C'est vrai que ça a du bon. Ça te permet de rester réveillé et de ne pas t'endormir, de ne pas te reposer sur tes lauriers en te disant c'est bon, j'ai la main d'œuvre, j'ai le soleil qui est là pour moi. Ben non, tous les jours, tu as un nouveau combat en fait. Tous les jours. Donc aujourd'hui, cette ferme de l'espoir, vous avez combien d'agriculteurs alors? Alors, nous avons en ce moment, je le cite rapidement, une ferme à Sakété, une à Semepoji, deux fermes à Toribosito, une ferme à Azé, une ferme à Abomey-Calavi et une ferme à Djougou. Donc, nous avons 7 fermes Génial. en ce moment sur laquelle travaillent en permanence 12 agriculteurs et c'est autour de 32 personnes que nous arrivons à qui nous trouvons de l'emploi. Donc c'est du concret. Quand tu disais que tu voulais vraiment faire quelque chose qui aide les Africains sur le continent, là, tu es en plein dedans. Oui, oui, j'essaie vraiment chaque jour de faire un peu davantage. Le simple fait d'arriver à amener quelqu'un à changer de paradigme pour le bien de sa communauté, pour moi, c'est une victoire. Je le dis parce qu'il y a plusieurs agriculteurs que moi j'ai récupérés qui étaient dans le conventionnel, qui ne savaient que faire l'agriculture avec les intrants et les pesticides chimiques. Aujourd'hui, sont ceux qui sont les ambassadeurs auprès de leur famille d'agriculteurs pour dire non, moi j'ai expérimenté d'autres méthodes qui marchent mieux, qui sont super bien. Donc, voilà, et pas plus tard que la semaine dernière, il y a le père d'un de mes travailleurs qui est venu. Et il a pratiqué l'agriculture pendant longtemps. Il s'est fait beaucoup d'argent dans le conventionnel. Et là, je pense il a dû poser pour quelque temps. Et puisqu'il veut reprendre, il a demandé à son fils de le rejoindre. Son fils a dit non, papa, je peux pas te rejoindre, en fait. En tout cas, pas dans le tradi, quoi. Voilà, j'ai découvert une autre façon de faire. Je peux pas te suivre dans les intrants chimiques que tu utilises dans ton agriculture. Donc, le père maintenant vient se faire former auprès de son fils, c'est sur ma ferme. C'est une belle victoire quand même. Voilà, exactement. Et quels sont tes arguments pour convaincre justement les agriculteurs qui sont habitués à faire du conventionnel à passer à l'agroécologie? Les agriculteurs du conventionnel, en fait, sont comme des prisonniers qui ne sont pas contents de leurs conditions, qui veulent bien s'en sortir, qui veulent bien sortir de cette prison-là et qui ont besoin, en fait, de la clé, en fait. Et ce que je fais, c'est juste la clé que j'apporte, en fait. Il y a déjà en eux-mêmes l'envie de faire les choses autrement. Tous ceux que je rencontre, ils ne sont pas fiers de leur état de santé. Utiliser les pesticides, ils s'empoisonnent. Ce qu'ils dépensent dans les soins de santé euh, chaque année est suffisant pour leur faire comprendre qu'ils sont dans un modèle qui n'est pas durable. Donc, je ne fais juste que leur donner la clé, quoi, pour leur dire, bah, puisque vous voulez sortir, voici la clé. Et la clé, c'est l'agroécologie. L'agroécologie, il faut juste poser des petits gestes au quotidien. Plutôt que de venir donner des éléments comme le N, P, le K à la plante pour qu'elle synthétise, il faut nourrir le sol. Et ensuite, le sol va nourrir la plante. C'est le changement de paradigme dont tu parlais tout à l'heure. Exact. Nourrir juste le sol va nourrir la plante. Voilà, c'est ce genre de choses-là que je fais avec eux. Et oui, ça marche. Ça marche. De toute façon, ils voient la différence. Est-ce qu'ils voient un bien-être? Tu parlais de santé notamment. Rien que ça, déjà, c'est... Oui, rien que ça, déjà, c'est énorme. C'est énorme de savoir qu'ils n'auront pas à dépenser une bonne partie de leur chiffre d'affaires dans des médicaments, qu'ils ne finiront pas à l'hôpital, qu'il y a moins de risques que l'enfant qui est innocent, qui ne sait pas quel produit il a en face de lui, il y a moins de risques que cet enfant-là s'intoxique, par exemple. Tu vois, tout ce que tu dis là, c'est des réalités parce que nous, en tant que consommateurs, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais en fait, le fait d'utiliser des produits, chimiques dans l'agriculture conventionnelle, bon, OK, ça a toujours existé, mais c'est vrai qu'à l'extérieur, c'est quand même normé, c'est quand même un peu plus suivi, même si, bon, j'imagine qu'il y a quand même, certains travers et des gens qui ne respectent pas tout. Pour autant, souvent sur le continent, les gens font un peu ce qu'ils veulent. Donc c'est quand même doublement un peu risqué, non? Enfin, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Bah oui, oui, en fait,
en Europe et dans les pays dits développés, ils sont arrivés à mettre quand même des réglementations Exactement. qui permettent de limiter à un certain niveau l'utilisation d'un certain nombre de produits. Après, ce n'est pas rose, hein. Après, il faut On voir est d'accord. derrière On est qu'il y d'accord. a des puissants lobbies qui poussent les gouvernants pour ne Mhm. pas justement que ces réglementations soient mises en vigueur. Mais il y a véritablement cette conscience-là et qui fait qu'on fait beaucoup attention et on est beaucoup conscient. Mais chez nous ici, c'est encore très approximatif. Déjà, celui qui cherche sa pitance journalière, il ne veut que manger. La faiblesse de nos États fait que les lobbies sont beaucoup plus actifs et plus puissants ici qu'ils ne le sont de l'autre côté. Alors ça, on va y revenir tout à l'heure parce qu'on pourrait croire le contraire. Surtout que, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais souvent on entend dire, tu sais, même chez nos parents, ah oui, non, mais moi, je mange que la nourriture du pays, c'est la nourriture bio, etc. C'est très relatif. Ouais, voilà. C'est, On n'est plus c'est- trop là-dedans, en fait. on est plus trop là-dedans. On n'imagine pas. Alors, tout juste à côté de nous, là, les maraîchers qui sont juste là, je pense qu'on est à 50 mètres, hein. C'est le premier site maraîcher de Cotonou. Il est là depuis 1963. Donc là, pour info, on est en train d'enregistrer, on est à Cadjeon, Oui, voilà. Et donc, tu parles du site qui se du trouve site de vraiment à côté, quoi. l'aéroport, oui, Ok, de exactement. l'aéroport. Le site est là depuis 1963, c'est le D'accord. premier. Il y a quelques années, on a mesuré dans le sol des teneurs en plomb qui étaient de l'ordre de 0,85. J'oublie la mesure, l'unité de mesure, alors que la norme admise sur le plan mondial est de 0,17. Mon Dieu, c'est terrible. Ce site-là, lui seul, il fournit de la nourriture à près de 12 000 cotonois. Non, mais c'est un peu, enfin, c'est terrifiant ce que tu dis là. C'est hautement terrifiant et c'est très sérieux d'ailleurs. C'est très sérieux. C'est compliqué. Il y a beaucoup d'illusions encore au niveau des parents. Ce n'est pas aussi bio ça, que ça. Et alors là, ça se passe à Cotonou, donc on peut dire c'est la capitale économique du Bénin. Est-ce que c'est pareil quand on va dans les villages? Alors, quand on est en zone urbaine, on a une agriculture urbaine et périurbaine qui est essentiellement faite de maraîchage à D'accord. 98%. Donc, les chiffres que je viens de donner, c'est sur l'agriculture maraîchère urbaine, en tout cas dans la ville de Cotonou. Quand on arrive en milieu rural, il faut relativiser. Il faut relativiser. On est là sur, disons, deux niveaux. Le premier niveau, on est dans la culture du coton. La culture du coton, les engrais sont subventionnés, les pesticides sont subventionnés. Donc, déjà qu'avec le coton, dans 100% des cas, ils vont utiliser des pesticides et des engrais chimiques. On peut dire qu'il n'y a pas de problème pour l'instant parce qu'on ne mange pas le coton, ça ne se consomme pas. Mais puisque c'est une porte ouverte, le coton ouvre la porte pour l'entrée des pesticides et des engrais chimiques, on est tenté de l'utiliser dans la production de maïs, de mil, de bananes. Donc oui, là Ça également, complique encore les ouais, choses. ça complique encore les choses. Donc oui, on n'est pas du tout épargné. Et tu dirais que c'est de pire en pire? Enfin, Là encore, je relativise. Le Bénin est aujourd'hui le premier producteur de coton en Afrique et un des top producteurs au monde. Ça s'explique par une importation encore plus dense d'intrants chimiques. La preuve, en 2018, le Bénin a importé 800 000 tonnes de glyphosate. ah, et on sait tous que le glyphosate, c'est bah, le pesticide avec lequel on lutte en Europe, en tout cas qu'on essaie de faire interdire. Exactement. Donc, il est clair que avec cet exploit sur le coton, on a beaucoup plus d'engrais chimiques ou d'intrants chimiques qui sont dans le pays en ce moment. Donc, il faut faire attention. Mais là où ça devient quand même intéressant, c'est que il y a 5 ans, ce que j'avais constaté, c'est que quand j'étais invité à prendre part à des sessions de PTA, plan de travail annuel d'organisation paysanne, et qu'au moment des suggestions, je levais Mhm. le doigt pour dire agroécologie, les réponses étaient est-ce que ça permet de rapporter de l'argent? Est-ce que les partenaires peuvent financer? Bon, dans la plupart du cas, des cas, on était sur du bon, écoutez, ça c'est un concept auquel on comprend rien. Mais aujourd'hui, je peux te dire qu'il n'existe aucune organisation paysanne qui ne parle pas d'agroécologie dans son PTA. Donc c'est une belle victoire. Il y a du chemin qui a été fait. Il y a quelques petites victoires qui, j'espère, vont faire la grande victoire demain ou après-demain. Mais il y a des avancées qui ne sont pas négligeables quand même. Des deux côtés. Au niveau du conventionnel, ça bouge au Bénin. Les engrais chimiques sont partout désormais. Mais il y a également une prise de conscience. Et ce que je sais, je suis encore une fois de plus sur la base de l'observation, puisque c'est ma trajectoire. Tous les jeunes aujourd'hui qui s'engagent en agriculture
Mais tu vois, on est sur des proportions de 80-90% qui ne veulent faire en fait que l'agroécologie. Surtout quand ils ont une formation universitaire, puisque c'est ceux-là que je suis appelé à côtoyer. Donc, ce que je veux dire, c'est que la prise de conscience va également de pair avec le niveau d'alphabétisation ou d'éducation. Et donc, pour gagner le combat contre l'utilisation massive des intrants chimiques, il faudrait d'abord et avant tout améliorer sensiblement le niveau d'éducation des citoyens. Bah, écoute, c'est super intéressant de savoir ça. En même temps, c'est un peu terrifiant, comme je te disais tout à l'heure. Ça voudrait dire que il faut quand même rester sensible, enfin, en tout cas, éveillé et être conscient que tout n'est pas bio et que donc il faut chercher à se diriger vers, enfin, de préférence quand même vers cette consommation-là, Ouais, exactement. même en Afrique. Même en Afrique. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle EcoCity, dont je suis le gérant, a initié pendant la pandémie du Covid les bacs potagers sur les toits. Il y a un reportage de France 24 là-dessus. Et il y a eu plein de C'est papiers. quoi? C'est sous forme de formation? En fait, c'est un kit que je déploie chez toi. Kit composé de bacs, de fertilisants, de biopesticides, de semences, d'arrosoirs et de formation. Donc voilà, c'est un kit qui est déployé sur ton potager. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'est dit que ce serait important de regarder de ce côté-là. Il y a eu également certaines initiatives comme les samedis écolos, qui étaient de permettre surtout aux fonctionnaires, aux personnes qui travaillent, qui sont occupées en semaine et qui ont un désir d'apprendre à pratiquer l'agriculture, d'avoir accès à un espace où ils pourront venir pratiquer l'agriculture. Et on le tenait chaque samedi. Je dis on le tenait, je le conjugue au passé parce qu'on a arrêté, on a mis une pause, on va reprendre. Et il y a aussi sur la sensibilisation, le débat vert qu'on organisait à l'université où on pouvait faire venir tout le monde, peu importe le profil. Le porte-fait de Dantokpa, le chercheur d'université, l'instituteur, l'élève, l'étudiant, l'aménageur. Donc, c'était vraiment un espace Pour multi-acteurs, tout le monde. multi-profils où on vient et on discute, on partage, on apprend les uns les autres, on sensibilise sur les enjeux des systèmes alimentaires aujourd'hui. Voilà, c'est autant de choses qu'on essaie de faire. Bah, c'est génial, c'est des bonnes bases en tout cas qui sont plantées. Alors je sais pas trop comment ça se passe au niveau de la filière, comment dire? Les intermédiaires, tout ça, enfin, la bonne dame qui vend dans Tokpa, par exemple, hein, elle en dit quoi elle de tout ça? Parce que est-ce que ça a un coût sur sa matière première, l'agroécologie? J'imagine? Alors, l'agroécologie, ce qu'il faut comprendre, c'est que le changement de paradigme par rapport à l'agroécologie induit, pardon, de fait, un changement de concept. Quand on parle de rentabilité, ça n'a aucune valeur en agroécologie dans l'immédiat, sur le court terme. Quand je vais pratiquer l'agroécologie, je décide par exemple de mettre 5 sacs d'engrais sur un espace comme 100 mètres carrés. Celui qui fait le conventionnel, il va utiliser peut-être un quart de sac. Donc, en termes de coût, il va dépenser moins. Lui, il va utiliser un quart de sac, moi je vais en utiliser 5. Sauf que pour la deuxième culture, il y a de fortes chances que lui, il passe à un demi-sac et que moi, je passe de 5 à 4 sacs. Ainsi de suite, jusqu'à ce que la tendance s'inverse. Que moi, je me retrouve à pratiquement rien mettre dans le sol et que lui se retrouve à doubler, tripler, quadrupler à l'infini, tout simplement parce qu'il n'y a plus de matière organique dans son sol, il n'y a plus de vie dans son sol. Il le maintient en vie artificiellement presque. Exactement, artificiellement. Et pour cela, il est obligé chaque fois d'augmenter le dosage, alors que moi, j'ai pris le temps de nourrir la terre, de la maintenir en fertilité. Et donc, les tendances s'inversent en fait. C'est véritablement ça ce qu'on essaie de faire comprendre aux gens. Ne regardez pas le court terme. Et malheureusement, tu sais, sur le continent, la vision à long terme, c'est pas notre fort. Exact et puis les réalités sont différentes. Donc forcément, bah, on pense à aujourd'hui, à ce qu'on va manger aujourd'hui, ce qu'on va manger demain, mais après bon, Ouais, ouais. ça fait déjà loin. Exactement. Après, ça fait déjà loin, effectivement. Donc, c'est ça qu'on essaie de faire comprendre aux gens pour dire non, il faut faire attention. Sur le moyen terme, vous devenez plus rentable que celui qui utilise les intrants, les pesticides chimiques. La dame de Dantopa, elle s'en fout, hein. Elle veut avoir des produits à un prix bas qu'elle pourra revendre à son prix habituel et conserver sa marge. Donc, quand tu lui apportes un produit, qu'elle dise moi, j'ai l'habitude d'acheter à 1000 francs. Toi, tu me dis que le produit il est à 1500, il est à 2000. Bah, c'est de bonne guerre. Elle ne peut pas acheter le produit à 2000 francs pendant qu'elle achète l'autre à 1000 francs. Si elle doit le vendre à 2000 francs,
et qu'elle achète toi ton produit agroécologique, elle ne fait pas de bénéfice. Parce que ce qu'il y a aussi, c'est que les produits et les fruits et légumes sont des produits hautement périssables et la bonne dame est confrontée à des invendus. Sauf que quand elle prend ton produit agroécologique, elle prend le produit conventionnel, elle constate que le lendemain, le produit agroécologique est encore vivant. Le produit est encore là, sauf qu'elle constate que le produit conventionnel est en train de perdre de sa valeur physique, en tout cas dans l'apparence, qui influe également sur le coût, le prix auquel elle pourra le vendre en fait. Elle ne pourra pas le vendre au même prix que la veille. Bah oui, si les tomates commencent un peu à flétrir, le jus commence à sortir, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, au deuxième jour, elle constate que le produit agroécologique est encore là, mais l'autre produit, il est mort, quoi. Du coup, ça fait tic. Moi, j'ai eu des cas où des bonnes dames étaient jusqu'à 22h, 23h dans mon champ en train de chercher la carotte. Tout simplement parce que des clients sont venus acheter, qui avaient l'habitude d'acheter chez elle, et quand elle a commencé à acheter mes produits, les clients reviennent. Madame, la carotte que tu as vendue là, ça vient d'où? Pourquoi c'est plus sucré que ce qu'on avait l'habitude d'acheter? C'est ça qu'on veut désormais. Donc, je te dis, jusqu'à 23h, elles allument des torches de leur téléphone. Et elles viennent chercher. Elles viennent récolter elles-mêmes, en fait. Tu vois, donc pour moi... Non, c'est puissant. C'est puissant, c'est un puissant témoignage. Voilà, ça change. Pour moi, ça veut dire que les choses sont en train de bouger, peut-être lentement, mais ça va venir. Ça va venir. Les gens sont de plus en plus conscients, en fait, du péril agro-industriel, agrochimique, et ça va venir. Et tu vois, ça me permet de faire la transition par rapport au goût des aliments. Alors, on voit ça partout, partout dans le monde. On se rend compte que finalement, nos produits d'aujourd'hui, là, c'est compliqué. On a beaucoup utilisé le terme compliqué depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment compliqué. Notamment, des fois, tu prends une tomate, ça n'a pas de goût de tomate. Alors moi, j'ai un gros problème, Fébi, c'est la pastèque. Ah ouais. Je souffre, mais tu n'as pas idée. La pastèque, c'est mon fruit préféré, mais je peux pas t'expliquer, quoi. Je peux vivre de pastèque. Et je suis arrivée au Bénin. J'en ai pleuré, tu sais, mais véritablement, parce que pour moi, la pastèque, c'est sucré, c'est... Voilà. Après, tu peux avoir des variétés de pastèque qui diffèrent, je l'entends. Mais qu'est-ce qui se passe? On ne reconnaît même plus le goût des aliments, tu vois. Ça vient de quoi, tout ça? Alors, donc, il y a la question variétale. Quand tu parles de pastèque, il y a une variété qui est bien connue qu'on appelle Sugar Baby. Sugar Baby, c'est une pastèque sucrée. Peu importe que tu la produises en conventionnel ou que tu la produises en agroécologique. Elle sera sucrée. Elle sera sucrée. Sauf que Sugar Baby, il y a des variétés qui sont très productives, certaines qui ne le sont pas. Donc, on va ranger Sugar Baby dans les variétés qui sont moyennement productives. Donc, c'est pas forcément intéressant pour l'agriculteur, c'est ça? Ce n'est pas forcément intéressant pour l'agriculteur conventionnel. Donc, ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est que ça peut être intéressant pour l'agriculteur agroécologique, bio, mais sauf que la pastèque, le concombre, les courgettes, les courges, donc les plantes de la famille des cucurbitacées sont les plus complexes à produire. Pourquoi? Parce que nous avons ce qu'on appelle la mouche éthiopienne, qui est une mouche incroyable qui te fait des dégâts de l'ordre de 100%. Voilà, je te parle, mais vraiment sur la base du vécu. Non, mais c'est dramatique. Tu perds quoi? La totalité. Et l'autre chose, l'autre défi, on peut par exemple cultiver sous un moustiquaire. Mais là encore, le problème, c'est que les cucurbitacées sont des plantes qu'on appelle allogames. Donc, l'organe mâle est séparé de l'organe femelle. Et il faut qu'il y ait fécondation pour que ça donne le fruit. Et dans 99% des cas, ce sont les insectes qui prennent le pollen et qui vont féconder l'ovaire. On a besoin de ces insectes-là. On a besoin de ces insectes. Quand on met le filet moustiquaire, ça empêche tous les insectes. Ah oui, ça fait pas de tri. Ça fait pas de tri. C'est pour ça que mes pastèques, elles se retrouvent comme ça. Ouais. Bon, en partie, d'accord. Ouais. Et si ça se faisait sous serre, est-ce que ça pourrait pallier à ce problème-là? Si ça se fait sous serre, il faut arriver à introduire des insectes qui ne sont pas nuisibles à la pastèque. Il faut arriver, par exemple, à coupler ça avec l'apiculture, sous serre, poser une ruche et donner la possibilité aux abeilles de sortir de la serre parce que les abeilles ne peuvent pas rester sous la serre. Parce qu'il n'y aura pas de fleurs à butiner, il faut qu'elles sortent. Elles ont besoin d'être dans leur milieu naturel. Voilà. Et ça, par exemple, c'est une expérimentation qu'on compte mettre en place au sein des Jardins de l'Espoir. Mais on a encore 6 mois pour pouvoir mettre ça en place. Il y a encore un peu de temps. Voilà. Bon, je vais suivre tout ça de très près, du coup.
Parce que je suis Voilà. hautement intéressée par les résultats. Donc, c'est ça surtout. Donc, les D'accord. variétés productives ne sont pas forcément sucrées, mais elles peuvent être sucrées si on les fait en agroécologie. Oui, de toute façon, on voit la différence, hein. Exactement. On la sent, tout Voilà. simplement. Sauf que là, c'est compliqué en agroécologie. Et en agriculture conventionnelle, ils réussissent à mieux. C'est dépourvu de goût. Ça m'aide à comprendre un petit peu mieux les choses. Ouais, Donc, ouais. merci pour ces explications très claires. Je t'en prie. J'en profite aussi pour te poser la question des semences. Moi, la première fois que je t'ai rencontré, donc c'était à la sphère Ecologia, donc de la famille Dia, dont tu as parlé tout à l'heure. Tu as parlé des semences et de l'importance de la préservation des semences. Et c'est vrai que ça m'a mis une claque parce que je me suis dit, mais comment? D'accord, très bien. En fait, moi qui suis simple consommatrice, j'ai pas conscience de tout ce qui se joue autour des semences. Est-ce que tu peux nous en dire plus et nous dire, voilà, quel est l'enjeu qu'il y a autour de ces semences? Je pense que l'avenir de l'humanité se joue actuellement sur les semences. L'avenir de l'humanité se joue sur les semences. Pour montrer ça, il faut voir que 70% des ressources semencières aujourd'hui sur la planète sont détenues par des géants qui ne sont pas des géants de l'agriculture, qui sont des géants de l'armement en fait, et de la chimie. Donc en gros, c'est même pas des gens qui sont du métier? Ce pas des gens qui sont du métier. Si tu veux comprendre, il y a une guerre qui se joue aujourd'hui, une guerre douce, sous-jacente, pour le contrôle des ressources semencières de la planète. Parce que qui contrôlera les semences contrôlera l'humanité. Pour comprendre ça, il faut savoir que toute la civilisation qu'on a pu bâtir aujourd'hui, on a réussi à la bâtir à partir du moment où on a maîtrisé, on a dompté l'agriculture. Donc, il faut voir que tout ce qu'on a réussi à bâtir aujourd'hui, tout ce qui existe, on a réussi à bâtir cela que parce qu'on a accès à l'alimentation, à la nourriture. Et pour ça, il a fallu maîtriser l'agriculture. Donc, sans agriculture, il n'y a pas de civilisation. Et tout ce que la civilisation a bâti disparaît sans agriculture. Mais il faut alors s'interroger, il faut aller plus loin pour savoir, mais qu'est-ce qui fonde l'agriculture? C'est la semence. Donc, sans agriculture, sans semence, il n'y a pas agriculture. Sans agriculture, il n'y a pas d'alimentation. Sans alimentation, il n'y a pas de civilisation. Sans civilisation, il n'y a pas tout ce que nous voyons. Ça va s'effondrer. S'il n'y a plus de nourriture sur la planète, il faut juste 24 heures pour que l'humanité s'effondre. S'il n'y a pas de nourriture. Et donc, ceux qui sont dans une logique de prédation aujourd'hui, qui veulent s'accaparer de tout et de n'importe quoi, qui veulent contrôler l'humanité, ont compris à un moment que l'armement et vendre des armes non, en fait, ça n'allait pas les aider à asseoir leur domination sur l'humanité. Ils ont commencé à chercher à contrôler la ressource première qui est la semence. Parce que quand tu contrôles la semence, tu contrôles tout. Absolument tout. Mais pour cela, il fallait réussir à mettre en place des systèmes qui font que la semence, qui est un bien de l'humanité, qui n'appartient à personne, si ce n'est qu'aux paysans, mais ça reste un bien commun. Il faut réussir à déposséder le paysan de ce bien-là et à breveter ce bien-là pour que ça devienne de la propriété privée. C'est ce qui se passe actuellement? C'est ce qui se passe. Donc, pour que toi, Laurence, tu puisses dire, bah, écoute, cette semence m'appartient, il faudrait que cette semence-là, par exemple, présente des critères. Il faut qu'elle soit distincte, il faut qu'elle soit homogène, il faut qu'elle soit stable. Les critères DHS, c'est comme ça, distinct, homogène, stable. C'est-à-dire quoi? Il faudrait que cette semence de concombre-là soit distincte de toutes les autres semences de concombre qui existent sur le marché. Il faut qu'elle soit homogène. C'est-à-dire que quand je plante ceci, j'obtiens les mêmes concombres. Si je dois obtenir 20 000 concombres, ils sont tous les mêmes. Il faut que ce soit stable. C'est-à-dire quoi? Il ne faudrait pas qu'il y ait de mutation à l'intérieur de ce concombre-là, de cette variété-là. Donc, il ne faudrait pas que tu aies un concombre jaune, un concombre noir. Il ne faudrait pas qu'il y ait des populations, des concombres. Il ne faudrait pas que ce soit un concombre population. Pour arriver à ça, il a fallu mettre en place des procédés de manipulation de la semence. Oui, parce que j'allais dire, c'est impossible en vrai. Dans la nature. La nature, elle est tellement bien faite que finalement, il y a beaucoup de variations. Il y a des variations, il y a tout. Il y a tout. Donc, voilà, c'est comme ça justement qu'on a commencé avec des procédés de manipulation à faire des hybrides,
Quand je fais mon hybride, en fait, j'obtiens quelque chose qui est distinct, homogène à partir de la première génération. C'est-à-dire, je croise X, je croise Y. Si j'obtiens X, Y, donc c'est ce qu'on appelle le F1. À la première génération, tout sera distinct et homogène. Mais à partir de la deuxième génération, les traits de X et Y commencent à apparaître, en fait. Donc, à partir de la première génération, ça m'appartient, moi, c'est ma propriété, en fait. Donc, je peux breveter ça. Donc, voici comment, de procédé en procédé, ils ont commencé à breveter. Après, on est arrivé avec les OGM. Les OGM, Les fameux OGM. exactement. L'objectif étant, une fois de plus, de breveter les semences et d'en faire des propriétés privées. On est arrivé à développer, des procédés, mais diaboliques, jusqu'à modifier génétiquement le maïs pour qu'il ait un comportement. C'est-à-dire, j'ai dit le maïs, mais pas le maïs, mais tout. Hein. C'est le coton, c'est le niébé, en fait, c'est tout. Donc, je prends et je dis, bah, par exemple, ce niébé-là est très sensible aux attaques des insectes, des ravageurs, aux maladies. Sauf que je sais que c'est un niébé qui est très apprécié des populations d'Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, on a 300 millions d'habitants. Donc, si je contrôle ce niébé-là, je contrôle l'alimentation de 300 millions d'habitants. Donc, j'ai accès directement à un marché de 300 millions de personnes. Qu'est-ce que je fais? Je le modifie génétiquement. Et pour qu'il puisse résister aux attaques, pour qu'il puisse résister aux maladies, et en ayant la capacité d'influencer les gouvernements, d'ailleurs qui ne cherchent qu'à nourrir leur population, je viens, je leur dis, bah écoutez, j'ai la solution. J'ai la solution. J'ai un rendement plus élevé parce que ça arrive à résister à X, à Y. Et avec les services, l'appui des services de l'État d'encadrement rural, on commence à faire la promotion de cette semence auprès des paysans et les paysans, petit à petit, commencent à oublier leur variété endogène. Sauf que quand tu utilises la semence génétiquement modifiée, tu utilises une semence propriété privée. Tu ne peux pas l'échanger. Ah, tu ne peux pas l'échanger. Tu ne peux pas la commercialiser. Tu ne peux pas la ressemer. Alors, comment ça se passe? Si tu ne peux pas la ressemer, ça se passe comment? Tu dois chaque année aller acheter tes semences auprès de celui à qui ça appartient. Tu blagues. C'est ça. Et la législation est claire. C'est un crime. Si tu ressèmes une semence génétiquement modifiée, c'est un crime. Alors, très bien. Mais tu ne peux pas me dire que les paysans s'y retrouvent là-dedans? Ou en tout cas que les agriculteurs se retrouvent dans ce process-là? Parce que si tu dois racheter chaque année... Tu as entendu parler des suicides collectifs en Inde? Oui. C'est ça. On se retrouve dans un cycle, en fait, dans un cercle vicieux. Et tu ne peux plus en sortir. On ne peut plus en sortir. Le paysan a perdu le contrôle sur tout. Mais c'est ça, en fait, ça répond à la logique de ces agro-industriels. Aujourd'hui, ils sont allés plus loin. J'en avais pas parlé la dernière fois chez la famille Dia. Aujourd'hui, on n'a même plus besoin de venir dans ton pays pour s'approprier la semence. On fait ce qu'on appelle le séquençage génétique. Alors, Laurence, depuis le début, tu disais que tu n'es pas grande. Donc, Laurence, c'est la semence. Elle porte des verres, elle a un teint rosé, elle fait 1m60, mère d'un enfant, mariée, d'origine haïtienne. Donc, on te séquence en fait. Sauf qu'en te séquençant, on a accès à des informations. Et puisqu'on a accès à ces informations-là, désormais, à travers l'Organisation mondiale du commerce, le fait de détenir des informations sur un produit vous permet justement de breveter ce produit-là. Donc, il suffit juste qu'ils aient accès à l'information sur le type de semence et ils brevettent ça. Donc, on va me breveter. Donc, on peut breveter du coup maintenant Laurence. Parce que oui, on peut breveter Laurence. Parce qu'on a les informations. Parce qu'on a les informations. Donc, puisque j'ai les informations, celui qui a accès à l'information, c'est lui qui contrôle en fait. C'est ce qu'on dit en général. Donc, puisque j'ai accès à l'information sur la semence, donc j'ai même plus besoin de venir chez toi. Ça, c'est le séquençage génétique. Je donne un exemple concret. Il y a cette firme agro-industrielle chinoise dont j'oublie le nom, je vais peut-être me rappeler au fur et à mesure qu'on va avancer, qui a séquencé la vanille. Or, Madagascar, qui est un des pays qu'on connaît, vit essentiellement de vanille. De la vanille, oui. Donc, c'est un business pas seulement à l'échelle même des petits agriculteurs, mais à l'échelle du pays. Cette firme a réussi à séquencer la vanille. Mais elle n'avait pas besoin d'aller breveter la vanille. En séquençant, elle a eu accès sur les informations. Elle a eu accès à des informations génétiques. Et donc, elle a synthétisé la vanille pour en obtenir une huile essentielle. Donc, désormais,
On n'a plus rien à foutre de la vanille de Madagascar. Vous pouvez produire la vanille, vous pouvez crever, on s'en fout. On a désormais l'huile essentielle. Avec l'huile essentielle, c'est beaucoup plus rapide. Donc attends, tu es en train de me dire que à partir de cette synthèse-là, tu peux produire de l'huile essentielle. Donc c'est de l'OGM ou pas? C'est pas de l'OGM. Tu as synthétisé. C'est juste de la synthétisation. Ouais, ouais. Donc c'est pas OGM, c'est de la vraie vanille. Donc, synthétiser, c'est quoi? Synthétiser, c'est que j'ai le produit ici, mais j'ai accès, par exemple, qu'est-ce qui fait la particularité de ce produit-là? C'est peut-être son goût, c'est peut-être son odeur, voilà. Mais j'ai pu avoir accès aux informations génétiques qui me permettent, moi, d'aller au laboratoire, Pour et la de le reproduire. synthétiser, donc de le reproduire, en fait, dans mon laboratoire, et en travaillant uniquement sur le goût ou en travaillant uniquement sur l'odeur. Donc, je synthétise ça en laboratoire, je mets en place des procédés chimiques qui me permettent, en fait, puisque j'ai l'information sur les procédés Oui, oui, chimiques oui. qui se passent pour qu'on obtienne ça, je vais les mettre en place en laboratoire. Donc Donc, plus besoin de la vraie vanille, en tout on n'a cas plus besoin de la vraie vanille. Voilà. Donc là, par exemple, c'est un cas où ils n'ont pas besoin d'aller breveter la vanille. Avec ça, il faut une concurrence terrible aux petits producteurs de Madagascar et à tout Madagascar désormais. Puis j'imagine que le tarif est, enfin le prix de vente est bien moindre. Et bien moindre, bien sûr. Donc, dans la pâtisserie et désormais, dans les glaces et machin, on n'aura plus besoin de vanille. On aura juste besoin de l'huile essentielle qui a les mêmes saveurs, puisque ce sont les mêmes informations, justement, qu'ils ont synthétisées en laboratoire. Donc ça, aujourd'hui, c'est les séquençages génétiques. D'accord. Et c'est la pire menace en matière de contrôle, en matière de lutte pour le contrôle des ressources semencières. C'est la pire menace à laquelle la paysannerie a été confrontée depuis son existence. Voilà, c'est ça. Donc tu es là pour éveiller les consciences, hein, Fémi. Ouais, ouais. Et vraiment merci pour ça parce que je sais pas, enfin moi j'en avais jamais entendu parler. Après moi sincèrement je vais faire mes courses, je mange. Bon, j'essaie de manger bio autant que possible, mais des fois c'est pas toujours simple. Déjà même on sait même pas si le bio est vraiment bio. Bah, le bio aussi reste une arnaque. Il faut faire attention. C'est très important que tu le dises. Parce que tu travailles tu travailles du bio, enfin tu travailles des produits Voilà. bio, mais tu as conscience que c'est aussi une arnaque. Alors, je ne travaille pas bio. Depuis le début, j'ai dit agroécologie. À partir du moment où il a commencé à avoir le changement de paradigme. Juste pour bien comprendre, tu travailles pas bio, mais tu ne mets pas pour autant de semences chimiques. Non, En fait, quand tu dis que tu travailles pas bio, c'est parce que tu n'as pas le label. je vais t'expliquer ce que D'accord. c'est que le bio. Ok. Peut-être là, tu vas comprendre. Alors, l'intensification des intrants chimiques dans l'agriculture, ça commence avec la Deuxième Guerre mondiale, où D'accord. dans un premier temps, on décime la paysannerie qu'on a envoyée au front de guerre. Et ensuite, avec, l'industrie qui décide de faire désormais de l'agriculture un champ d'intérêt. Donc là, on commence justement par introduire les premiers pesticides, mais qui ne sont, disons, que des gaz chimiques utilisés pendant la guerre, qu'on a dilués d'une certaine façon. Là, par exemple, on a l'exemple du gaz moutarde qui était utilisé, qu'on utilise aujourd'hui pour faire des pesticides. La synthèse d'ammoniac qui était utilisée pour faire des bombes, qui sont aujourd'hui utilisées dans les recettes de NPK. Tu as en fait les premiers chars, les premiers tracteurs qui utilisaient des moteurs de chars de guerre. Donc, si tu veux savoir, en fait, l'agriculture conventionnelle telle qu'elle est pratiquée est une agriculture de guerre, en fait. Donc, quand il y a commencé à voir ça et que l'agriculture conventionnelle a commencé à prendre le dessus, les gens commençaient à se dire à un moment donné, bah non, ce n'est pas comme ça qu'on pratiquait l'agriculture. Il faut revenir au modèle, justement, d'avant. Et là, comme le lobby agrochimique, il est puissant, on dit oui, vous pouvez revenir à la façon dont on pratiquait l'agriculture avant, mais pour revendiquer que c'est une agriculture naturelle, il faut que vous ayez un label. C'est ce qu'on appelle le label bio. Le label bio est un cahier de charges qui dit les comportements qu'il faut adopter pour au finish avoir le label bio. Mais pour avoir ce label bio là, il faut être certifié par un organisme. C'est les éco-certes et tout ça là. Exactement. Il faut être certifié par un organisme. Et là où, justement, c'est une arnaque, je le dis clairement, c'est que on te dit parfois qu'il y a certains seuils d'utilisation des intrants chimiques qui sont acceptés. Ok, donc tu peux avoir du bio, même en utilisant certains pesticides. Oui, c'est quelqu'un qui décide de te donner le label bio. Donc, lui, il peut dire, je te permets, Laurence, d'utiliser, là où les autres utilisent 100%, moi, je te permets d'utiliser 20-30% de produits chimiques. Voilà, il n'y a pas le commun de mortels qui s'entend pour dire non, non, c'est un industriel. En fait, c'est une société
qui décide. Oui, qui fait de la pluie et le beau temps par rapport au bio. Oui, parce qu'en fait, ce qu'ils savent, c'est qu'ils ne peuvent pas contrôler tous les aléas en matière d'attaque de ravageurs et autres. Tu vois? Et eux, ils ont besoin des clients, ils ont besoin que les agriculteurs soient leurs clients. Et pour ça, ils peuvent dire, bah, écoutez, nous, on tolère que vous alliez jusqu'à 40, voire 50%. Ça peut monter jusque-là? Ça peut même aller à 100%. Si vous pouvez Et rester, avoir un label bio? et si vous pouvez rester leur client, c'est eux qui te donnent, c'est eux qui donnent le label. Si avec le bio que je te donne là, tu ne vas pas avoir les résultats, moi je peux te dire, va, utilise les produits. De toutes les façons, c'est moi qui te donne le label et je suis reconnu à travers le monde entier. Je ne sais pas si on se comprend. On se comprend très bien, mais Oui, là, tu es oui. en train de me parler, tu me parles de partout dans le monde, là? Euh, oui, c'est pour ça que je dis, il faut faire attention. C'est pour ça que je dis que moi je suis agroécologiste et je parle d'agriculture écologique. En fait, Ouais, qui est la nuance, différent. elle est importante, hein. Voilà, le label bio, tu es certifié par un tiers. L'agroécologie, tu pratiques l'agriculture naturellement. Tu n'as besoin d'aucune certification. Tu as besoin, mais en fait, tu as besoin de personne. Tu n'as besoin d'aucune reconnaissance. Si ce n'est qu'en fait, toi, tu es engagé à ne pas rentrer dans un modèle. Alors, tu vois, ça rejoint un peu le discours qu'on entend aujourd'hui qui dit de consommer local et de consommer, pardon, à proximité. Bien sûr. Parce que c'est finalement le seul moyen que tu peux avoir d'être sûr que ce que tu manges, Oui, oui. tu as confiance en fait en ton agriculteur. Bien sûr, bien sûr. C'est pour cela qu'aujourd'hui, en agroécologie, on a Mhm. réussi à mettre en place des systèmes participatifs garantis. C'est quoi le système participatif garanti? Moi, je suis agriculteur parce que je n'ai pas de label qui me certifie. Toi, en tant que consommatrice, tu ne sais pas comment me faire confiance. Ce qu'on fait, c'est que toi, moi et certains autres consommateurs, on se met ensemble et on crée le système participatif de garantie où toi, en tant que consommatrice, tu as la possibilité de venir faire des check-ins inopinés Ça, c'est génial. sur mon site. Oui, oui, oui. Et il y en a au Bénin, en fait. Donc, c'est les producteurs, c'est les consommateurs, c'est même ceux qui te vendent des intrants dits biologiques. Voilà, en fait, mais c'est vraiment tous ceux-là qui se mettent ensemble et qui mettent en place le système, le cahier de charges. Ça me fait penser à quelque chose. Cette nuance de bio et agroécologie, je trouve qu'elle est intéressante aussi sur un autre point, c'est que souvent on a l'impression que le bio, c'est un peu un truc de riche. Bah ouais. C'est pour ça que le bio est cher, en fait. Parce que quand je paye la certification à 10 000 euros, Il faut bien que tu rentabilises derrière. ça fait 6 millions 500 000 francs ici. Mais c'est le consommateur final qui devra payer Bah, pour ça. exactement, il faut aller récupérer ça Ouais, quelque il faut part. récupérer ça. Donc, oui, voilà, ça va forcément revenir cher. Mais quand tu fais de l'agroécologie, tu ne payes pas d'argent de certification à qui que ce soit. Et c'est la raison pour laquelle nous, sur notre marché fermier, on peut vendre nos produits au même prix que la bonne dame au marché. Ça, c'est excellent. Voilà, c'est ça notre politique aussi. Voilà. Et tu vois, c'est là où ça pourrait faire peur parce que des fois, on se dit non, ça va être trop cher, etc. Mais si on n'a pas cette nuance-là, tu vois, depuis tout à l'heure, moi, au final, je me trompais, je te mettais un peu dans le même panier que le bio, alors que tu vois, il y a vraiment cette distinction-là à faire. Exactement. Et il faut la faire rentrer quand même dans la tête des gens parce Bien sûr. qu'aujourd'hui, on mélange un peu tout, hein. On ne sait Ouais. plus, voilà, bio, agro, machin, agroécologie. Bon, mais c'est très, très bien de l'avoir rappelé là, Bien donc sûr. merci. Et tu vois, je vais prêter vraiment plus attention à ça. Ouais. Et c'est vrai que moi qui étais à la recherche de bio, par exemple, voilà, je témoigne, bah, j'irais plus vers effectivement l'agriculteur local et je rechercherais plus l'agroécologie. Exactement, exactement. Ouais, et je suis d'accord avec toi sur la question du consommer local. Il n'y a que comme ça qu'on peut véritablement mettre en place des systèmes durables, des systèmes alimentaires durables. Aujourd'hui, il y a une flambée de prix De tout. de tout. C'est lié à Covid. Et c'est dû à quoi? Les produits, ce qui est produit localement, il n'y a pas eu de flambée de prix. Il n'y a que ce qui vient D'accord. d'ailleurs, qui parcourt des milliers de kilomètres pour nous On est parvenir. d'accord. On est d'accord. Donc voilà, on n'est pas dans des systèmes alimentaires durables avec le fait d'importer des milliers de kilomètres. Non, c'est pas possible. Il faut produire localement. Et pour ça, produire localement, il faut, au-delà justement des financements, des systèmes de financement, des souplesses de financement, il faut une véritable masse critique. Mais quand je dis masse critique, tu Qu'est-ce vois, que tu entends par masse critique? je donne un exemple. Pour qu'on en arrive à connaître tous les gestes qu'il faut poser pendant l'itinéraire de production d'une tomate, il a fallu de la recherche. Donc, il a fallu des universités qui fonctionnent bien, qui ont de l'argent de l'État, qui sont bien gérées, où les étudiants sont bien pris en charge, les recherches peuvent se faire correctement. Donc, par masse critique, j'entends, mais des chercheurs de qualité. D'accord, jusque-là, je te suis. Quand ils ont fini à leur niveau, et que moi aujourd'hui je suis agriculteur,
Je sais que la connaissance pour bien produire est là, mais j'ai besoin d'argent pour créer ma ferme. Il faut que le système bancaire, les systèmes d'assurance puissent Suivre. suivre. Ça, c'est un maillon de la masse critique. Il faut des agriculteurs qui comprennent qu'il y a des résultats qui existent et qu'il faut bien les utiliser. Donc, il faut des agriculteurs de qualité. Quand je dis qualité, des agriculteurs instruits. Ça, c'est de la masse critique. Donc, c'est vraiment tous ces acteurs. Il faut des décideurs qui comprennent la nécessité de faire en sorte que on puisse maintenir la terre en fertilité, on puisse préserver l'environnement pour les générations futures. Ça, c'est un maillon de la masse critique. Donc, voilà un peu ce que j'entends par cette masse critique-là qu'il faudrait justement travailler à mettre en place génération après génération. Il y a encore pas mal de choses à faire, mais c'est bien, on va dire qu'on est sur la bonne voie. On va garder le verre à moitié plein. Ouais, Et voilà, on va voilà. rester sur cette note positive-là. On arrive presque à la fin de notre échange, Mhm, très intéressant d'ailleurs. Je voulais quand même te demander, toi qui as eu ce parcours-là et qui est encore en plein dedans, voilà, tu es un jeune homme aujourd'hui, tu fais le choix de l'Afrique, tu fais le choix de l'agriculture. Un métier qui n'a pas forcément le vent en poupe, hein, on va pas se mentir et ça, c'est tout vraiment à fait. valable dans partout dans le monde. Je pense que Tout à les fait. gens, se disent pas: «Bah, ouais, moi j'ai envie de devenir agriculteur» parce que c'est quand Mhm. même de plus en plus difficile. Oui, 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 c'est de plus en plus difficile, ça je l'avoue. Je l'avoue. Et en toute transparence, c'est pas toujours beau sous le soleil quand on est agriculteur. Et Je viens de surtout quand croire. on est petit agriculteur, comme moi et comme mes copains, en fait. Alors, qu'est-ce qui nous permet de tenir? Peut-être c'est ça la question, mais qu'est-ce qui te permet de tenir? Qu'est-ce qui te permet de continuer par aller de l'avant? Je pense que j'ai pas le même profil ou j'ai pas le même itinéraire que tous les agriculteurs. Moi, je suis pas forcément entré en agriculture pour me faire de l'argent. Du coup, il y a un certain discours que je ne peux pas tenir. Je ne peux pas me comparer à ceux qui sont entrés en agriculture pour se faire de l'argent. Donc, je connais très bien ma place et je suis très prudent dans mes propos. Je ne vais pas dire que c'est facile. Pour moi, c'est facile parce que je suis un passionné, parce que je veux toujours résoudre des problèmes. Donc, pour moi, il n'y a rien de plus passionnant. Mais est-ce que pour autant, c'est facile pour celui qui n'a pas la même vision que moi? C'est pas du tout facile. J'ai un engagement militant, j'ai un engagement associatif. Et je ne veux pas ici mentir que dans mon engagement associatif, pour certains projets que je veux mettre en place, j'ai accès à des financements. Voilà, donc qu'on soit clair là-dessus, hein, j'ai accès à des financements pour pouvoir mettre en place un certain nombre de Donc projets. ça facilite quand même un peu les choses. Exactement. J'appartiens à des réseaux militants qui m'aident également à mobiliser de l'argent, en fait. Tu vois, donc je dirais que c'est relativement plus facile pour moi. Mais l'autre chose, c'est que là où la chose devient encore plus facile pour moi, c'est que contrairement à 90%, 95% des agriculteurs au Bénin, moi je suis pas dans l'informel. J'ai une société en bonne et due forme qui fonctionne, qui paye ses impôts, Mais c'est important de le dire. et oui, et qui a un business model et qui a décidé de se faire de l'argent. Donc, que ce soit bien clair, moi j'ai une société, je suis pas dans l'informel et je sais que pour continuer en fait dans ce métier-là, il faut que j'ai des sources de revenus. Je ne suis pas aussi un idéaliste. Il faut que j'ai des sources de revenus et c'est pour ça que j'ai créé la société. Je paye des impôts, je suis en règle vis-à-vis du fisc Très bien. et je peux prétendre avoir accès à certains marchés. Voilà. Bah, c'est très bien dit. Alors, ça peut me permettre de te poser la question qui suit. Quel conseil, du coup, tu donnerais à des jeunes comme toi? Parce que même pas que jeunes, parce que je dis jeunes, c'est pas vrai. Alors, paradoxalement, c'est pas un métier qui a le vent en poupe, Mhm. mais bizarrement, quand on parle souvent avec les gens de l'extérieur, on les entend dire: «Ouais, j'ai envie de me lancer dans l'agriculture» et cetera et tu sais, tu as l'impression enfin, ils ont l'impression souvent que c'est tellement simple. Genre, tu achètes un terrain, tu mets deux-trois personnes. Enfin, moi, j'ai beaucoup entendu, ce discours-là. Je pense que toi aussi et c'est vrai que quand on entend ton témoignage, on se dit: «OK, très bien». Ça remet un peu, tu vois, en perspective un peu les choses Ouais. et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil concret et pratique Mhm. à des personnes qui souhaitent venir investir au Mhm. pays dans l'agriculture? Première erreur à ne pas commettre quand on décide d'investir en agriculture aujourd'hui, Mmh. quand on n'est pas paysan, quand on n'est pas né paysan, C'est quand on n'a surtout pas ça aussi. grandi Ouais. et qu'on décide d'investir dans l'agriculture, il faut comprendre qu'on est dans un schéma qui n'est pas celui du paysan. Donc, quand tu investis dans l'agriculture, si tu considères que ton investissement doit être rentable, alors mets en place une bonne structure de gestion de ton investissement. Derrière, en fait, l'investissement en agriculture, moi, ce que je conseille sur la base de mon expérience, c'est de mettre en place les outils de gestion d'une société. Faut vraiment gérer ça comme une société. Exactement.
Primo, il faut gérer ça comme une société. Mais investir n'est pas la première chose à faire. Si tu es expat, si tu es citadin, si tu es de la diaspora, tu veux investir en agriculture sur le continent, la première chose à faire, c'est de se former. C'est primordial. Sinon, tu auras des ouvriers qui vont te balloter Balader, à gauche et bien à sûr. droite. Donc, imagine quelqu'un qui veut investir dans quelque chose dont il ne sait pas. En fait. Voilà, il ne sait pas. Et je pense que c'est une erreur qui est relativement Ouais, courante ouais, parce que ouais, les gens se disent ouais, c'est bon, j'achète un terrain, tac, je mets deux, trois personnes. Mais ouais, effectivement, tu ne sais pas de quoi tu parles. exactement. Et même ne serait-ce que tu vois, quand certains te disent voilà, ils veulent investir dans une agriculture bio ou autre, pareil. Est-ce que tu connais les pesticides qui sont autorisés, qui ne le sont pas, etc. Enfin, j'en sais rien, mais pareil, on en revient à la Exactement. formation et au fait de parler le même langage finalement avec. Exactement. Va te faire former d'abord. Ensuite, considère ta ferme comme une société. Et cela, si tu réussis à considérer ça comme une société, ça va te permettre de résoudre beaucoup de problèmes. Parce que l'agriculture, c'est tellement d'aléas, t'as pas idée. C'est les aléas naturels, c'est les aléas humains, c'est les aléas financiers. En fait, t'as aucune structure qui veut t'aider, qui veut t'investir dans ton projet. En fait, t'as pas. Et c'est compliqué. Donc, tout ça, ça complexifie davantage, en fait, l'investissement en agriculture ou le métier d'agriculteur aujourd'hui. Et j'ai dit qu'il faut considérer ça comme une société parce que aujourd'hui, on dit que quand tu mets une société en place, il te faut 4 à 5 ans avant d'être rentable. Donc, quand tu mets ta ferme en place là, considère que si tu appliques les bons outils, tu ne seras pas rentable avant 4 ans, 5 ans. Il faut maintenir le cash flow, la trésorerie. Il faut tout ça, en fait. C'est très important. Il faut pas badiner avec ça. Sinon, voilà, on en a que pour 6 mois, quoi. Voilà, 6 mois maxi, on jette l'éponge et c'est terminé. Donc, moi, c'est les conseils que je peux te donner sur la base de mon expérience. Et est-ce que tu peux nous dire du coup comment s'annonce l'année 2022 pour la ferme de l'espoir Ouais. et voilà, comment les choses s'annoncent pour toi? Alors, sur le volet de la société, je pense que sur des produits que beaucoup de Béninois aiment, mais qu'ils retrouvent en surgelé parce que généralement c'est importé, on va se positionner. On va se positionner et on sera les leaders au niveau des EcoCity, les leaders incontournables sur ces produits-là parce que c'est une aberration qu'on soit dans un milieu tropical. Avec tout ça, toutes ces richesses, Mhm. et qu'on se retrouve à importer des produits qui sont en fait des produits tropicaux. Pour moi, c'est une aberration. Je donne un exemple. Le brocoli est quelque chose que les gens aiment beaucoup. Non, mais c'est énorme que tu parles de ça parce que semaine dernière, j'étais à la recherche de brocoli et je me disais, mais on n'a pas de brocoli. Et donc, je suis partie à Erevan. Non, mais vraiment. Donc, je suis partie à Erevan. Et j'ai acheté. Alors, Erevan, c'est le Super U, l'hypermarché voilà, du Bénin, là, de Cotonou. Et je suis allée acheter mon paquet de brocoli. Ouais, exactement. Mais Exactement. c'est drôle vraiment que Ouais, tu ouais, parles. ouais. C'est ça. Donc oui, pour l'année 2022, voici les produits. Parce que ça nous a pris quand même beaucoup d'années pour expérimenter et savoir les gestes à poser pour réussir, justement. Donc, pour l'année 2022, en termes de perspective, on va se positionner sur 2, 3 produits et on va y aller. Génial. Également sur la transformation. Il y a plein de projets pour la transformation parce qu'on a pris l'année 2021 pour monter en compétences sur l'ingénierie pédagogique. On va faire beaucoup de formations également. Ça, c'est au niveau de EcoCity. Pour ce qui concerne l'association Les Jardins de l'Espoir, nous avons la responsabilité d'organiser la première foire ouest-africaine des semences paysannes au Bénin. Donc 25 pays seront présents au Bénin. C'est le plus gros chantier qu'on aura. Ça, c'est vraiment le truc, quoi. Le truc. Alors, c'est quoi? C'est les agriculteurs ou c'est ouvert à tout le monde? Voilà, c'est une fois qui est ouvert à tout le monde. Mais sauf que c'est destiné justement aux droits des paysans. Parce que ce que j'ai pas dit concernant les semences, c'est que pendant que le lobby, ils essaient de breveter, en même temps, on arrache aux paysans leurs droits. C'est ça aussi qui est. C'est-à-dire qu'on les interdit de garder les semences? Oui, oui, oui. Il y a des lois qui interdisent, Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. aujourd'hui. Tu disais que c'est illégal de Oui, c'est-à-dire replanter. même vos semences traditionnelles que vous avez là. Et je pense que sur les OGM, les hybrides, c'est une interdiction de facto. D'accord. Ok. De facto. Mais Mais même même celles qui sur t'appartiennent? ce qui t'appartient. Ah oui, oui, oui. Ok. Ah oui, en fait, Donc là, ah ça oui. pousse quand même le vice un peu loin. Oui. Comment je peux dire ça? C'est quoi l'expression? Tu as dit le vice, mais il y a une autre expression que j'aime là. En fait, c'est très pervers, en fait. Ouais. Et ça ne t'appartient pas. Ça ne peut pas. Tu te l'appropries. Exactement. Et on t'interdit en plus Ouais. de garder même ce qui fait ton essence. T'en parlais d'ailleurs lors de ta présentation, pardon, à la Sphère. Tu disais, il y a certains produits qui Ouais. font l'identité d'un pays. Et aujourd'hui, tu as du mal finalement à les retrouver parce qu'on n'a plus accès à ces semences-là. Exactement, tout à fait, tout à fait. Donc voici jusqu'où on pousse le vice.
Et donc, cette foire-là, en fait, tu vois, ça permet d'informer tout le monde. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Ça permet de montrer la réalité du paysan à tout le monde. Ça permet de discuter des droits des paysans avec les décideurs publics. Mais ça permet surtout aux paysans de venir exposer leur savoir-faire en matière culinaire, en matière de transformation. Donc, c'est vraiment le plus gros chantier. Et Est-ce que ça permettra aux petits, à nous, nous autres, de venir acheter? bah, bien sûr, tout à fait. Bon, bah génial. Tout à fait. Parce que dans la foire des semences, il y a aussi la foire. C'est d'abord les semences. Ensuite, avec les semences, on a la production agricole. Et tout le reste suit. Toute la chaîne de valeur suit. La transformation agricole, la commercialisation, machin, tout le reste suit. Donc, si on dit une foire de semences paysanne, c'est de facto une foire agricole. C'est de facto une foire sur le savoir-faire, sur la recherche, sur, disons, comment je peux dire ça, sur les solutions agricoles. En fait, c'est vraiment fait pour tout le monde. Donc, c'est aussi une foire gastronomique, culinaire. Voilà, bien. c'est Bon, tout bah, ça. parfait. Voilà. La gourmande que je suis, c'est parfait. Super. Voilà. Bah, c'est de belles initiatives en tout cas. Merci. Donc, il y a beaucoup à faire encore, Fémi. Énormément à faire. Bon, bah ça, c'est très bien. Donc, tu vas pas manquer de travail, on va dire, dans les mois, les semaines à venir. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de l'aventure? Beaucoup de courage. Ouais, vraiment beaucoup de courage. Parce que c'est vrai, je suis passionné, mais il y a des jours où tu vois, on s'élève et puis on a Oui, il envie, y a des hauts, il y a des bas, on a hein. envie Ça de arrive tout toute arrêter. l'année. Bah oui. On a vraiment envie de tout arrêter. Et en fait, c'est ce qui me fait le plus peur, en fait. Et quand ces moments-là arrivent, quand je les sens venir, j'ai plus peur de ça que n'importe quoi. Quand tu vas avoir en face les agriculteurs qui te font confiance, ça motive aussi, j'imagine. Ouais. Bien sûr, ça motive. Sauf que quand ces moments-là arrivent, c'est fait pour que la nature même fait en sorte qu'il n'y a personne autour de toi, en fait. C'est des moments de vide où tu te retrouves seul avec toi-même. Donc, oui, c'est la chose qui me fait le plus peur. Donc, on me souhaite beaucoup de courage, davantage de courage. Voilà Donc, quoi. beaucoup de bonnes ondes. Merci. Voilà, on va t'envoyer tout ça. Merci. Et je mettrai toutes tes informations de toute façon sous le podcast pour D'accord. que les gens puissent te suivre, que ce soit au Bénin ou pas, parce que c'est toujours intéressant. Je pense que même ça peut être bien aussi de voir comment se fait l'agriculture dans d'autres pays. Et c'est toujours intéressant aussi de voir comment ça se passe sur le continent, la réalité des choses. Et tu documentes tout ça, tu es assez présent quand même sur les réseaux? Oui, avec les Jardins de l'Espoir, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, surtout, on est beaucoup présent. On a un site web, mais qui ne fonctionne pas très bien. Pas qui ne fonctionne pas très bien, mais qui n'est pas encore complet, en fait, je vais dire. Donc sur Facebook, c'est Les Jardins de l'Espoir. Sur le site web, c'est J'Espoir, donc J-Espoir. Ça, c'est le site web. Donc, il y a pas mal d'informations quand même à voir sur le travail que nous faisons. Bah vraiment, on te souhaite beaucoup, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de courage. En tout cas, on sera là pour suivre l'aventure et j'espère pouvoir t'avoir à nouveau au micro de Joyful Return dans, allez, quelques mois, voire même une année complète. Que tu puisses nous dire un peu comment avancent les choses. Je pense que ça pourrait intéresser les auditeurs. Surtout si j'ai pu produire beaucoup de brocolis. Et oui, et que tu m'as trouvé une solution aussi pour la pastèque. Pour la pastèque, ouais. Ouais. Non, mais merci beaucoup. En tout cas, voilà, je te remercie encore pour le temps que tu m'accordes. Ça va aider beaucoup de personnes à comprendre un petit peu ce qui se passe derrière nos aliments, nos fruits et légumes, et comment ça se passe aussi sur le continent. Donc, merci à toi. Merci encore, Fémi. Merci, Laurence. C'était un plaisir. À bientôt. Plaisir partagé. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous aussi souhaitez vous former à l'agroécologie, notez que les Jardins de l'Espoir organisent depuis 3 ans l'Agro Bootcamp, un camp intensif de formation et d'initiation à l'agroécologie dont l'initiative est conduite dans pas moins de 5 pays de la sous-région. N'hésitez pas à suivre les Jardins de l'Espoir sur Facebook pour en savoir plus. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à noter ce podcast en lui attribuant 5 étoiles sur la plateforme de streaming de votre choix. Pour ne manquer aucun épisode, pensez à vous abonner et retrouvez toute l'actualité de Joyful Return sur le compte Instagram du même nom, @JoyfulReturn. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.